Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, bien quasi universelle pour les entreprises. Comment faire croître son chiffre d'affaires? Une question clé, effectivement. Et souvent, on peut se sentir un peu perdu face aux options. C'est ça. Mais en fait, il existe une grille de lecture assez simple pour structurer sa pensée. Tout part de deux axes. Est-ce qu'on change de produit? Est-ce qu'on change de marché? Exactement. Et en croisant ces deux questions, on voit se dessiner quatre grandes voies stratégiques. Alors, explorons ça. Décortiquons comment une entreprise peut chercher à grandir. Commençons par la base, peut-être. Oui. La première stratégie, c'est la pénétration de marché. C'est simple. On essaye de vendre plus de nos produits actuels, à nos clients actuels, sur nos marchés habituels. D'accord. L'idée, c'est de prendre plus de place, d'augmenter sa part de marché, quoi. C'est tout à fait ça, l'objectif numéro un. Et comment on fait ça? Souvent, ça passe par un effort commercial plus important. Plus de prospection, aller chercher de nouveaux clients similaires à ceux qu'on a déjà. Comme l'exemple du vigneron qui commence à Paris et qui essaie de vendre à plus de restaurants parisiens. C'est ça? Exactement. C'est l'exemple typique. On reste dans sa zone de confort en quelque sorte. Zone de confort, ça veut dire risque limité, j'imagine. On connaît le produit, on connaît le marché, Oui, le risque intrinsèque est plus faible, c'est vrai. On maîtrise les variables connues. mais le potentiel alors? Est-ce qu'on ne se heurte pas vite à un plafond? C'est le point crucial. Le potentiel dépend beaucoup du marché lui-même, s'il est déjà très concurrentiel ou mature. Gagner quelques pourcents de parts de marché peut coûter énormément d'efforts. Pour un gain final assez faible peut-être. Voilà, sauf si, bien sûr, le marché est en pleine expansion, ou si on arrive avec une force de vente complètement renouvelée, beaucoup plus efficace. Mais sinon, oui, le potentiel peut être limité. C'est une stratégie d'intensification. D'accord, c'est clair. Passons à la deuxième option alors, le développement de produits. Alors là, on s'adresse toujours à nos clients actuels, ceux qu'on connaît bien, mais cette fois, on leur propose quelque chose de nouveau, un nouveau produit. Mhm. Et ça se présente comment concrètement? Il y a plusieurs façons de faire, hein? Oui, on peut distinguer deux scénarios principaux. Le premier, c'est de lancer une nouvelle référence dans une gamme qu'on a déjà. Un fabricant de matériel sanitaire qui sort un nouveau modèle de WC. C'est une évolution, une extension de gamme. Logique. Mais j'imagine qu'il y a des pièges. Oui, il y en a. Le premier, c'est la cannibalisation. Le nouveau produit risque de manger les ventes des anciens modèles sans forcément augmenter le chiffre d'affaires global. Ah oui, d'accord. Et puis, si on sort trop de références, trop de choix, on peut tomber dans ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Le client est perdu, il ne sait plus quoi choisir et parfois il finit par ne rien acheter du tout. C'est contre-productif en fait. Intéressant ce paradoxe. Et l'autre scénario pour le développement produit? L'autre approche, c'est de créer un produit qui répond à un nouveau besoin de notre clientèle actuelle. Là, on ne fait pas juste une variation, on apporte une solution différente. Donc on crée carrément un nouveau domaine d'activité stratégique, un DAS, c'est ça? Tout en restant avec nos clients. Exactement. L'avantage, c'est que le potentiel de chiffre d'affaires peut être bien plus important. Il n'y a pas de cannibalisation directe. Et parfois, on peut même utiliser notre force de vente existante puisqu'elle connaît déjà les clients. Ça semble vraiment intéressant. Potentiellement plus porteur que la simple extension de gamme. Mais ça demande plus d'efforts en amont, non? En recherche et développement. Tout à fait. Le potentiel est là, mais il faut avoir la capacité interne de développer et de lancer ce nouveau type de produit. Il ne suffit pas de connaître le client, il faut aussi maîtriser la nouvelle offre, technique ou marketing. Logique. Troisième voie, maintenant. Le développement de marché. On prend nos produits actuels et on cherche de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et d'autres types de clients, pour d'autres raisons. Y a-t-il des usages auxquels on n'a pas pensé? Trouver de nouvelles cibles pour ce qu'on sait déjà faire. Exactement. Et c'est parfois fascinant de voir comment un même objet peut servir des besoins complètement différents. J'ai un exemple en tête. Ah oui, racontez-nous. Une entreprise française avait développé un petit dispositif médical, un cylindre qui vibrait, conçu pour accélérer la guérison des tendons après une blessure. Un marché de niche très spécialisé. D'accord, le médical. Et en cherchant d'autres applications possibles pour cette technologie de vibration, ils ont fait une découverte, un peu par hasard. En connectant ce petit appareil à une surface plane, une vitre, une porte, une table en bois, Oui, ça transformait cette surface en une sorte de membrane de haut-parleur. Le son était étonnamment bon. incroyable. Du médical à la hi-fi. Exactement. Du coup, avec le même produit de base, ils ont pu adresser un marché totalement nouveau, celui de la sonorisation d'intérieur design et performante. C'est un exemple parfait de développement de marché. On trouve un nouveau DAS, un nouveau type de client pour un produit existant. Belle histoire.
Ça montre qu'il faut parfois regarder son produit sous un autre angle. Reste la quatrième stratégie, la diversification. Ah, la diversification. Là, on change tout. Nouveaux produits et nouveaux marchés. C'est le grand écart, non? Le plus risqué? Statistiquement, oui. C'est la stratégie la plus risquée. On entend parfois des chiffres comme un seul succès commercial pour 3000 idées de diversification lancées. Ah oui, quand même. Pourquoi tant de risques? Mais c'est simple, hein, on cumule les inconnus. On ne connaît pas bien le nouveau produit qu'on développe et on ne connaît pas bien le nouveau marché qu'on vise. C'est un double saut dans l'inconnu. Il faut bien distinguer ça du développement produit dont on parlait avant, où on connaissait au moins le client. Tout à fait. Dans ce cas-là, le développement produit créateur de DaaS, la cible client est connue, c'est un point d'ancrage important. La diversification pure, elle, n'a pas cet ancrage. Alors, pourquoi une entreprise irait-elle vers une stratégie aussi risquée? Dans quel cas ça peut avoir du sens? C'est souvent une option envisagée quand l'activité historique, le cœur de métier, est sur un marché qui décline fortement ou qui devient hyper concurrentiel. Presque impossible. Ça peut devenir une question de survie à long terme. Mais c'est un pari. Est-ce qu'il y a moyen d'atténuer un peu ce risque? Une alternative à tout faire soi-même de zéro? Oui, il y a une alternative à la diversification purement interne. C'est la croissance externe, le rachat d'entreprise. À l'acquisition. Exactement. Si on voit ça dans une perspective globale, racheter une entreprise plus petite qui est déjà présente sur le nouveau marché visé et qui a déjà le produit ou la technologie qu'on cherche, ça peut être beaucoup plus rapide. Et potentiellement moins risqué que de partir d'une page blanche. Ça peut réduire une partie de l'incertitude, oui. Ça apporte du chiffre d'affaires tout de suite, des compétences, une base client. Ça peut créer des synergies. Mais ça pose d'autres défis, j'imagine. Hein, il faut avoir l'argent pour racheter et puis réussir l'intégration. Absolument. Le financement est une chose, mais l'intégration culturelle, opérationnelle, c'est souvent là que ça coince. C'est un autre type de risque, mais différent de celui de la diversification interne. D'accord. Donc, si on récapitule, pour croître, une entreprise a en gros 4 options stratégiques. Soit elle pousse plus fort sur son marché actuel avec ses produits actuels, la pénétration. Oui, Soit elle innove en produits pour ses clients existants, le développement produit, avec ses deux variantes. c'est ça. Soit elle trouve de nouveaux marchés pour ses produits actuels, le développement de marché. Mhm. Soit elle se lance dans le grand bain, nouveaux produits sur de nouveaux marchés, la diversification, éventuellement via acquisition. Voilà le cadre général. Chaque voie a son propre équilibre entre le potentiel de croissance et le niveau de risque. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment choisir? C'est les difficultés de la stratégie. Au-delà de dessiner ces options sur le papier, la vraie question, la question cruciale avant de se lancer, c'est comment on évalue, très concrètement, non seulement le potentiel théorique, mais surtout la probabilité réelle de succès. En tenant compte de quoi, par exemple? En tenant compte des capacités réelles de l'entreprise. Est-ce qu'on a les compétences en interne, les ressources financières, humaines? Est-ce que ça correspond à notre culture d'entreprise? C'est cette évaluation lucide de l'alignement entre la stratégie et les capacités qui est déterminante. Une analyse fine de ses propres forces et faiblesses, avant de choisir sa bataille ensemble. Exactement. C'est souvent là que le succès se joue. C'est une excellente réflexion pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et pour celles et ceux parmi vous qui souhaitent justement approfondir cette réflexion stratégique, peut-être discuter de ces différentes approches et voir comment les adapter à leur propre situation, sachez que Philippe Massot est à votre écoute sur LinkedIn. N'hésitez pas à le contacter pour échanger et affiner votre stratégie de croissance. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.